Je suis une femme qui a été victime de violences sexuelles, dont de l'inceste pendant l'enfance. Ma première agression, c'était par mon propre frère, je ne dirai pas nos âges, mais j'étais enfant et lui était bien rentré dans l'adolescence. Moi, je me souviens qu'après ces agressions, j'allais me doucher et vraiment je prenais une douche longue dans une eau bien brûlante, tu vois. Je voulais que l'eau brûle ma peau pour vraiment faire fondre tout ce qui était sale sur moi. Oh mon Dieu. Et quand je suis revenue à moi, eh ben, il y avait ce cousin majeur derrière moi, avec sa main dans ma culotte. J'entends encore sa respiration dans mon oreille et ces mots qui me dit bouge pas, je vais te faire du bien, t'es une super belle femme. Super belle femme de 12 ans ou 13 ans. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la thérapie ongulaire avec GF. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Guy Françoise, je suis prothésiste ongulaire et technicien de style à Lille. J'ai créé la thérapie ongulaire. La thérapie ongulaire, c'est un endroit où des femmes viennent nous parler de leur parcours de vie et moi, je fais leurs ongles. Aujourd'hui, je suis avec Margot Chia qui va nous parler de son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est « Je brise le silence pour renaître ». Donc, restez connectés, on y va. Coucou Margot Chia, comment tu vas? Coucou, écoute, ça va, je suis ravie d'être là avec toi. Ça me fait super plaisir. Oh là là. Je suis émue. On est ému. Aujourd'hui, ça va être une thérapie d'émotions. Préparez-vous. Beaucoup d'émotions. Bon, on reprend nos esprits. En tout cas, je tenais à déjà te remercier d'avoir accepté mon invitation. En fait, Margot Chia, c'est une de mes anciennes clientes et j'ai été témoin de son parcours. Je l'ai vue dans ces moments où elle était très très lumineuse, très solaire. C'est une femme très lumineuse, très solaire. Et j'ai été aussi témoin de cette période où elle a sombré. Mais bon, j'étais là pour elle et elle essaye de se relever. Donc aujourd'hui, elle a voulu partager avec nous son histoire. Donc on va déjà laisser Margot Chia se présenter. Qui est Chia? Qui est Margot? Attends, Margot, tu n'as pas dit bonjour à mes go. Bonjour les go. Coucou à tous. Qui est Chia? Alors, Moi, je Tia, commence. c'est une artiste dans l'âme. Et ouais, Tia, c'est une artiste dans l'âme qui aujourd'hui est prête à témoigner d'un parcours très très compliqué. Ouais. Je précise que dans cette thérapie ongulaire, on ne parle pas de résilience, ni de faire de son trauma une force. Parce qu'un traumatisme, ça ne s'efface pas, et pour beaucoup, ça ne devient pas une force, il faut le savoir. Et au contraire, d'ailleurs, ça handicape. Ça dévore des parties de nous, vraiment, qui reviendront jamais. Ça façonne d'une façon qui n'était pas prévue par Dieu, en fait. Donc, voilà. Je vais parler en toute authenticité, parce que Tia, c'est une go authentique. Oui. Donc, cette vidéo, c'est un hommage à toutes celles qui n'ont pas encore trouvé leur happy hand, mais surtout à celles qui refusent de se taire. Ouais. C'est aussi une main tendue vers une amie. Une amie, la seule que j'ai considérée comme ma meilleure amie dans toute ma vie. Qui se peut donner son prénom, non? Non. Je préfère éviter. Moi, je ne suis pas anonyme. Oui. Je sais qu'elle se reconnaîtra si elle tombe sur cette vidéo. J'espère. Et c'est vraiment une amie qui n'a pas été comprise et soutenue à cause de mon parcours, quoi, clairement. Pourquoi cette vidéo? C'est essentiel de la publier. Ça, je veux tout de suite le préciser parce que je sais, il y a des gens, ils vont se dire ouais, c'est bien, tu racontes ton histoire et tout, mais t'as des amis, t'as des gens pour le faire. Pourquoi t'as besoin de publier, de montrer, de te faire entendre par les autres? C'est ça. Après, les gens parleront toujours. Tout à fait. Mais au cas où, ceux qui se posent la question, celles qui se posent la question, pourquoi? C'est pour faire place à la vérité. C'est pas pour provoquer, mais c'est pour exister pleinement dans mon histoire. Parce que le silence que mon propre cerveau m'a imposé m'a tué à petit feu, autant que ce que j'ai subi. Et parce que parler, ça fait partie du processus vers la lumière. Et oui, il faut briser le silence, même si ça dérange. Il faut. Je témoigne aujourd'hui du coup pour vraiment cette meilleure amie que j'ai eue, une amie que j'ai profondément aimée et qui a vécu elle aussi des traumas similaires aux miens. Comme j'ai pas pu la soutenir à l'époque, vraiment je prie le ciel qu'elle tombe sur cette vidéo et qu'elle puisse comprendre, entendre et vraiment entendre que déjà je ne l'ai jamais oubliée
que je l'aime beaucoup encore et que je suis triste du coup d'avoir dû pleurer cette amitié, d'en faire le deuil. Je croyais vraiment que notre amitié était indestructible, mais c'est comme ça. À ce moment-là, j'ai pas pu être celle que j'aurais voulu être pour elle, celle dont elle avait besoin, parce que j'étais moi-même amnésique de mon propre passé. Aujourd'hui, comme je comprends bien pourquoi, je suis en train de traverser moi-même mon propre enfer en fait. Les souvenirs ont refait surface, les faits, les preuves, les chocs, le vertige. En fait, je comprends toute sa colère et sa solitude, toute sa détresse qu'elle a traversée, parce que je le traverse aujourd'hui également. Et je comprends vraiment que chaque réaction en fait, de ses proches, dont moi du coup à cette époque, forcément avait un réel impact, avait un impact tellement fort que je comprends aujourd'hui pourquoi on a dû se séparer et pourquoi ma présence était devenue inconfortable pour elle. Parce que vous avez eu la même histoire. On a eu en effet une histoire vraiment similaire. Elle n'a pas eu d'amnésie, donc elle me parlait, elle m'a parlé de son histoire et elle luttait. Et moi, je l'ai soutenue comme une amie, comme je suis, quoi, solaire, lumineuse, fonceuse, qui écoute, qui donne des conseils, puis qui prend par la main et qui relève les gens. Okay. Et sauf que j'ai pas écouté l'ensemble de son histoire. Pour moi, je l'ai mise dans la case de mon ami va mal, mon ami est malade, je dois l'aider, je dois être là pour elle, je dois être forte pour nous deux. J'ai pas entendu mon ami a un traumatisme. Et c'est ça qu'il faut vraiment, c'est ça le plus important, et c'est ça qu'il fallait que j'entende. Il fallait que je l'entende. Peut-être que tu ne savais pas comment t'y prendre. Tu avais quel âge à cette période-là? J'avais du coup 15 ans quand je l'ai rencontré. Puis on a grandi ensemble. On a fait 17 ans d'amitié ensemble, clairement. Donc, et c'est vrai que c'est pas tant une question de maturité, c'est vraiment l'amnésie. Mon histoire, mon cerveau a bloqué ses souvenirs exprès parce qu'il s'est dit c'est pas possible si je lui révèle ce que tu as vécu. Voilà, donc c'est pas possible. Donc, et aujourd'hui, tu souhaites briser le silence. Tout à fait. Par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce qu'elle a vécu. Exactement. Et tu aimerais passer un message pour déjà cette amitié que vous avez eue. Et est-ce que tu souhaites nous raconter ce que tu as vécu? Parce qu'elle a vécu déjà. Parce Bien que sûr. voilà, c'est à elle de le faire, si elle souhaite. Est-ce que tu souhaites nous raconter ce que tu as vécu, ce traumatisme? Bien sûr. Je suis là pour ça, pour faire ma petite thérapie angulaire. Il y aura toujours un petit sourire, même si c'est un peu triste. Ouais. Voilà. Alors, mon histoire. Déjà, on va poser le tableau tout de suite. Hein. On va pas faire diverser. Tu sais que je ne t'ai pas présentée. Hein. Qui est Tia? J'ai dit, je suis Tia, une femme, une artiste dans l'âme. Est-ce que tu peux donner ton origine ou pas? Ah oui, je suis martiniquaise. Martiniquaise. Une martiniquaise de 35 ans. Une femme qui donne son âge comme ça, elle assume. J'assume. Et martiniquaise, oui, je le dis, même si j'avoue que je n'ai que de la Martinique, j'ai envie de dire la culture culinaire, je dirais, et la couleur de peau. Parce que même si j'ai beaucoup aimé mon île, je n'y suis pas retournée depuis des années et je pense que je ne vais plus jamais y retourner. Ça fait partie de la suite de l'histoire. Mais oui, je suis antillaise, bien dans mes baskets aujourd'hui, en tant que femme de 35 ans. Ok. En tout cas, c'est courageux de ta part de vouloir partager ton histoire qui n'est pas facile à raconter. Donc, je te laisse raconter ton histoire. Pardon. Alors, je suis une femme qui a été victime de violences sexuelles, dont de l'inceste pendant l'enfance. Ma première agression, c'était par mon propre frère. Je ne dirai pas nos âges, mais j'étais enfant et lui était bien rentré dans l'adolescence. Cette agression, celle qui mêle l'amour, la confiance, la trahison, l'incompréhension et la manipulation, c'est clairement celle qui m'a le plus fracturée. Déjà parce que c'était la première, et souvent la première, c'est la porte ouverte pour les suivantes. Pour les suivantes, oui. Ensuite, parce que cette agression, elle a été répétée. Et t'as pas parlé aux adultes? Et je vais t'expliquer ensuite ce qui s'est passé et pourquoi je n'ai pas parlé aux adultes. Et enfin, c'est parce que l'inceste, ce n'est pas juste une agression en fait. C'est vraiment une déchirure dans le lieu même où on est censé être aimé et protégé. Voilà. C'est un poison, c'est un contrôle, c'est un silence imposé. Parce que notre cerveau d'enfant qui refuse ce choc, qui ne comprend pas totalement la violence de cet acte, c'est une agression, mais lui, il ne le comprend pas. Notre cerveau, du coup, il disjoncte, il s'oblige à oublier.
parce que déjà c'est trop dur, parce qu'il ne comprend pas, et parce qu'il fait surtout le choix d'avoir une vie d'enfant normale. En tant qu'enfant, il s'accroche à ça. Donc c'est pas du tout un choix de la victime de se taire. Moi, j'ai pas fait le choix de me taire. C'est ton cerveau qui a préféré... Tu me demandes pourquoi j'ai pas parlé à un adulte. Parce que c'était impossible de le faire. Déjà, c'est dans la sphère même familiale où il m'arrive quelque chose d'aussi grave, personne ne le voit. Donc déjà, la première chose qu'un enfant se dit, enfin que moi je me suis dit, c'est est-ce qu'on va me croire? Et puis en réalité, cette agression, elle, comme je le dis, elle n'est pas comprise par mon cerveau. Donc très vite, mon cerveau il switch, il oublie, il met ça de côté. Il se dit de toutes les façons, je ne comprends pas, je ne peux pas analyser l'information, je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'on doit faire. Parler, c'est même pas une option pour un enfant. Est-ce qu'on peut savoir quand même quel âge toi tu avais? Moi j'avais 10 ans. Okay. À 10 ans, le cerveau d'un enfant n'est pas développé pour comprendre ce genre de choses, et notamment comprendre le sexe. Les désirs sexuels, etc. Ça arrive qu'après 10 ans, quoi. Donc forcément, la première des choses, on peut pas. Tu peux pas parler de quelque chose que tu comprends pas. Et c'est pour ça que je veux préciser que c'est pas le choix de la victime de ne pas parler. Okay. Surtout quand tu es un enfant. Vraiment. Ton cerveau, il prend le relais pour toi, et c'est comme ça, t'as pas le choix. Un enfant, déjà, c'est vulnérable, c'est facile à manipuler, à menacer, à faire peur. Quand en plus, ces atrocités sont faites par quelqu'un de ta famille, tes parents, ils ont confiance dans cette personne puisqu'ils te laissent tout seul avec cette personne. Cette personne, tu sais que tu l'aimes, ça fait partie de ta sphère familiale, tu ris avec, tu joues avec, tu pleures avec. Quand il y a des choses qui ne vont pas, pleurez ensemble, vous vous soutenez. Comment veux-tu que le cerveau d'un enfant comprenne qu'une personne qui te dit qu'elle t'aime et avec qui tu grandis et tu vis tout ça de choses, ton cerveau, comment veux-tu qu'il comprenne et surtout qu'il accepte que cette même personne te fait du mal et est en train de te briser? Il ne peut pas comprendre. Déjà, en tant qu'adulte, c'est compliqué. Alors, imagine en tant qu'enfant. Notre cerveau, il n'est pas totalement développé, donc c'est impossible de lui demander ça. Et vraiment, qu'est-ce qu'il fait l'enfant d'un cerveau? Il s'accroche à ce qu'il connaît. Il se rassure comme il peut. Et surtout, il fait tout pour oublier, pour garder l'âme d'enfant. Pour retourner à l'école demain et sourire et jouer avec les copains et les copines comme si de rien n'était. Donc voilà, déjà pourquoi les enfants ne parlent pas. Moi, je me souviens qu'après ces agressions, j'allais me doucher. Et vraiment, je prenais une douche longue dans une eau bien brûlante, tu vois. Je voulais que l'eau brûle ma peau pour vraiment faire fondre tout ce qui était sale sur moi. Oh mon Dieu. À chaque tentative de cet agresseur sur moi, c'était vital de prendre cette douche. Et donc, je me rappelle que je prenais cette douche. Je ne me rappelle pas de ce qui se passe après. Je ne me rappelle pas après être partie jouer avec mes animaux, ou aller me faire un truc à manger, ou aller jouer avec mon papa qui était rentré du travail. Je me rappelle juste qu'après ça, je prenais une douche brûlante. Ensuite, mon cerveau effaçait vraiment cette partie-là. Finalement, c'est pas effacé parce que malheureusement, ça revient, mais exactement, il la bloque dans un côté, dans un coin, pour qu'elle soit inaccessible et pour que je passe à autre chose. Il s'accroche à ce qu'il connaît, il s'accroche à quelque chose surtout de stable, quelque chose qui l'angoisse pas, qui le stresse pas, parce que quelque chose qu'il comprend, qu'il connaît, tout simplement. Ouais. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que dans les familles antillaises, surtout comme dans la mienne, je me rends compte à quel point l'inceste s'est banalisé. On minimise de fou quand un cousin nous fait des compliments insistants et déplacés sur nos formes, alors que on est enfant. Les parents, ils voient pas ça comme un mal, ils sont même fiers de ça. Voilà. On excuse même quand un cousin nous plotte tout le temps, nous touche les seins. Devant les adultes. Devant les adultes. On nous dit, il est jeune, il rigole, c'est un jeu. Oh là là. Sauf que moi aussi, je suis jeune. Ouais. Même si mon corps est très développé, moi aussi, je suis jeune, moi aussi, je suis une enfant. Et moi, je rigole pas. Moi, je ne joue pas avec les parties intimes de quiconque, en fait. On n'a pas eu besoin de me l'apprendre, ça. C'est normal. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans ces familles aussi, c'est qu'on détourne le regard. On détourne le regard pendant que les enfants sont blessés à jamais. On accepte ces agressions et on nous demande de passer à autre chose. Ouais. Voilà ce qui est arrivé.
voilà comment c'est... Attends, je vais pleurer. Voilà ce qui se passe dans ces familles. C'est qu'on détourne le regard pendant que les enfants sont blessés à jamais. Et c'est ces adultes même qui acceptent ces agressions pour nous et nous demandent de passer à autre chose. Comment veux-tu qu'à ce moment-là, un enfant puisse venir se plaindre d'une agression parce que ses propres parents les cautionnent? Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivée une agression supplémentaire par un autre prédateur de ma famille. Pendant un repas de famille, tous les enfants et les jeunes adultes étaient réunis dans une chambre, dans la chambre d'amis en fait, pour jouer ensemble avant de prendre le dessert. On faisait notre petite pause. Le moment, tu sais, où les adultes ils sont ensemble et ils disent allez jouer les enfants, comme ça ils discutent de trucs d'adultes. Bah, nous, on va tous dans une chambre, on va jouer, on va s'amuser. Ce dont je me souviens, c'est vraiment d'être revenue dans mon corps, dans mon esprit, en étant allongée de dos à mon cousin qui était majeur. Et donc c'est ça, c'est comme si tout ce qui s'est passé dans cette chambre, le fait qu'on ait joué, tout ça, je me rappelle pas du tout. Ça, je sais pas du tout. Je sais juste qu'on a été. Et qu'à un moment donné, j'étais plus là. Et quand je suis revenue à moi, eh ben, il y avait ce cousin majeur derrière moi, avec sa main dans ma culotte. J'entends encore sa respiration dans mon oreille et ces mots qui me dit « Bouge pas, je vais te faire du bien, t'es une super belle femme. » Super belle femme de 12 ans ou 13 ans. Qu'est-ce qui a arrêté ce cousin? Ah, c'est sûr, c'est pas moi, vu comment j'étais figée et sidérée de tout ça, et finalement plus vraiment dans mon corps. Ce qui l'a arrêté, c'est la porte de cette chambre qui s'est ouverte. C'est sa mère qui a ouvert cette porte. Et du coup, elle a vu. On était sous les couvertures, donc elle n'a pas totalement vu, mais son regard, il montre qu'elle a tout compris. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a refermé la porte. Non. Venez manger le dessert, les enfants. Et elle a refermé la porte. Comme tant d'adultes, elle a refermé la porte sur l'oubli. Comme mon cerveau. Et dire que cette tante aurait pu me sauver, en fait, c'est... Ouais. Stopper son fils, le dire à ma mère, m'entourer, me protéger, me donner un accès enfin à la sécurité, à l'amour. Peut-être que mon cerveau, il m'aurait enfin permis de tout dévoiler, en fait, de dévoiler aussi ce qui m'était arrivé avec mon frère, quoi. Ouais. Un adulte de plus qui n'a pas... Voilà. Et c'est très souvent ce qui arrive. C'est une raison supplémentaire pourquoi les enfants, les victimes, ne parlent pas. C'est pas un putain de choix. Et voilà, cette réaction d'une adulte supplémentaire, bah, elle m'a condamnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a laissé place à une autre agression par un autre prédateur. Troisième prédateur différent, voilà. J'avais 13 ou 14 ans. C'était pendant une fête dans le jardin de ma maison familiale. Ma maison familiale qui venait d'être saisie par les huissiers. Donc, cette maison où je pensais avoir vécu le pire, là, mon cerveau fait que je ne me rappelais tellement pas du pire que j'ai gardé que le meilleur. Du coup, le fait de savoir que cette maison, elle était prise par les huissiers et qu'on allait devoir la quitter à tout jamais, ça m'a complètement fait vriller. C'était mon seul repère. J'aimais cette maison malgré tout. Ce big jardin, ces fruits, ces légumes, tous ces animaux qu'on a vu grandir, qui m'ont toujours apporté beaucoup de bonheur et de joie. Du coup, ben, j'étais en colère, j'étais fragile, et clairement, j'étais en chute libre. Et c'est finalement ce qui m'a fait perdre la vie ce soir-là. Vraiment, je ressens vraiment le fait d'être morte ce soir-là. Donc, la maison est saisie, donc qu'est-ce qu'on se dit? Bah, on va faire une petite fête pour dire adieu aux copains. Et puis, bah, dans mon mal-être, j'ai pas choisi les meilleurs copains pour faire cette fête. J'ai pas choisi les copains qui étaient sains, qui étaient safe, les copains qui m'auraient dit, bah oui, fais une boum. Je l'ai pas fait pendant l'après-midi, en pleine journée, en mode petite boum d'adolescente, avec
avec mes copines qui, elles, étaient saines et safe. Malheureusement, c'est la partie de moi en colère, fragile et en chute libre qui a voulu faire cette fête, du coup, plutôt en soirée. Je pensais en plus être en sécurité. C'était dans mon jardin, dans ma famille, dans ma maison familiale. Il y avait mon père dans cette maison familiale qui dormait, puisqu'il était quand même actif. Il n'était pas retraité, donc vu qu'il travaillait, il était crevé, donc il dormait. Et ce soir-là, vraiment, comme je dis, c'est le soir où j'ai le sentiment profond d'avoir vraiment perdu la vie, quoi. Je suis morte une première fois dans ma vie ce soir-là. J'ai été droguée avec un mélange d'alcool et d'autres choses. J'ai perdu l'équilibre, je tombais au sol, je m'éclatais la tête au sol. J'ai- je- mon corps, mon corps ne tenait plus du tout debout. Je me rappelle que je voulais vomir absolument, sauf qu'il n'y avait que de la bile et de la mousse qui sortaient. Et puis ben après, plus rien. Je me suis juste éteinte. C'est à ce moment-là que un camarade de classe, si je puis dire, un garçon de mon âge du coup, hein, parce qu'on a fait toutes nos écoles ensemble, c'était le beau gosse du village. C'est à ce moment-là qu'il en a profité pour me violer. Je me suis éteinte, comme j'ai dit. Puis à un moment donné, ben, je me suis pas réveillée, mais j'ai eu des pics de lucidité. C'est là où tu te rends compte que ton cerveau, quand il est drogué, il fait tout, mais tout ce qu'il peut pour sortir de ce mode. Il comprend qu'il est en danger, il comprend qu'il n'a plus le contrôle et donc il se bat, il lutte. Et là, il luttait de temps en temps et donc je me souviens qu'à un moment donné, ben, voilà, je me vois bien allongée dans ma chambre, sur mon lit, sur mon petit lit d'une place d'adolescente. Je vois ce mec sur moi. Je vois tous les gestes qu'il fait sur ma poitrine. Je me rappelle très bien de son filet de bave qui coule de sa bouche. Oh, verrez, quel gère. Je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais pas bouger. J'ai pleuré, j'ai crié, mais franchement, je ne sais même pas s'il y a un son qui est sorti de ma bouche. J'étais anesthésiée et du coup, je pense que vraiment, j'ai pas pu faire de bruit parce que mon père était là et je sais que s'il avait entendu quoi que ce soit, il m'aurait sauvée. Je me souviens même pas que je me suis réveillée plus tard, hein. Pourtant, je me rappelle très bien qu'à un moment donné, j'ai couru dans tout le village à la recherche de ce gars, tu vois. Et pourtant, j'étais encore absente, encore sous l'effet de cette drogue, hein. Et c'est là où je réinsiste. À ce moment-là, le cerveau, tu vois, c'est le moment où il se dit, mais l'instinct de survie, quoi. C'est l'instinct de survie qui se met en route et tu ne décides de rien à ce moment-là. Et donc, j'ai couru dans tout le village. Je l'ai retrouvé. Il était à l'arrêt de bus, le bus scolaire, là, parce qu'on attendait tous les matins, notre petit bus. Il était en train de pleurer, le soi-disant Ouais, beau gosse du village. tu lui as parlé. Celui qui me tournait autour depuis toute mon enfance. Lui qui venait d'une famille de racistes en plus, t'imagines? Ben, il a été attiré par le fruit défendu, mais j'avoue, j'ai jamais cru qu'il me voulait comme ça. Je ne crois pas du tout lui avoir parlé, mais ça, je n'en ai pas la certitude. Je sais que je l'ai vu pleurer, que je me suis assise à côté de lui à l'arrêt de bus. Ah ouais. Et après, je me rappelle plus de rien. Après cet enfer, bah, mon cerveau a totalement verrouillé ses souvenirs. Évidemment, bah, ceux des précédentes agressions aussi, hein, d'autant plus. Déjà, entre chaque agression, il le faisait, mais là, c'était le blackout total. J'ai clairement oublié plusieurs mois de ma vie. Je n'ai aucun souvenir de la fin de mon année scolaire. J'ai des bribes de souvenirs d'avoir passé mon brevet des collèges et de quelques moments avec des amis, mais c'est tout. J'ai pas le souvenir d'avoir déménagé, d'être arrivée dans mon nouveau logement avec mes parents, de l'été qui est passé, de l'inscription scolaire, etc. Tout ça, je l'ai pas. Donc c'est là où tu comprends à quel point un cerveau d'adolescent qui n'est pas totalement développé, eh ben, prend un choc énorme en étant drogué. C'est là où tu te rends compte que drogue, alcool, tu commences jeune comme ça, c'est pas du tout fait. Déjà, c'est pas du tout bon pour n'importe quel cerveau. Alors en plus, quand le cerveau n'est pas fini d'être développé, ben, ça part encore plus en cacahuète.
Le cerveau fait son petit blackout, mais il y a surtout pendant l'agression, ces moments où il disjoncte, comme les plombs qui sautent. Qu'est-ce qui se passe pendant que les plombs sautent? Il n'y a rien qui s'enregistre. C'est ça en fait, ces phases de souvenirs que je n'ai pas, c'est les phases de souvenirs où mon cerveau était éteint et essayait de redémarrer. Et les phases de souvenirs que j'ai, c'est les moments où mon cerveau, à ce moment-là, l'instinct de survie a pris le dessus et fait que malgré tout, il a réussi à se réveiller, à enregistrer cette information-là. Du coup, une fois de plus, le cerveau, il comprend que dalle à tout ça. Il a des flashs de souvenirs, il voit la violence, il voit l'état de stress dans lequel il était, il comprend juste que c'est imbuvable. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ça de côté. Il est incapable de traiter cette information. Ouais. Donc, blackout. Et c'est ça, surtout, il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est que face à une agression, on ne réagit pas du tout comme dans les films ou dans les cours de self-défense. On a beau se dire, on a du tempérament, on gueule, nous, on ne se laisse pas faire. Que dalle. Que dalle. Face à une agression, c'est pas toi et ta personnalité qui rentrent en compte. C'est ton cerveau. L'état de stress ultime dans lequel il rentre, c'est lui qui décide comment il fait pour maintenir la machine. Tu as le choix de rien à ce moment-là. Et moi, comme beaucoup d'autres victimes, j'ai pas crié, je me suis pas débattue, même quand j'ai pas été droguée. C'est ça que je précisais, parce que oui, étant droguée, j'ai rien pu faire de plus. Mais n'étant pas droguée, mon corps d'enfant, il s'est quand même figé en fait. Je suis rentrée en sidération traumatique. C'est un terme médical, mais qui existe réellement. Comme je dis, c'est le cerveau qui disjoncte. Il disjoncte pour se protéger, il disjoncte parce que c'est trop dur pour lui. J'étais là, mais en même temps, j'étais pas là. C'est comme si j'étais au-dessus de moi, me regarder, à voir ce qui se passait sans pouvoir rien faire. Je pouvais pas bouger, je sentais plus rien. Même quand je pouvais bouger, parce que je me rappelle de mon premier agresseur qui me demandait de bouger. Mon cerveau d'enfant, il n'était pas là. Et donc voilà comment mon cerveau a ensuite verrouillé tous ces souvenirs. Et je pense que ça fait bizarre pour les gens d'entendre que je parle de mon cerveau comme une entité à part de moi. Et c'est vraiment pour faire comprendre à quel point c'est pas un choix, c'est pas moi qui ai fait ce choix. Et on est tellement nombreuses en victime à vivre l'amnésie traumatique. C'est vraiment le cerveau qui verrouille, qui met les souvenirs de côté. 60% des victimes d'inceste ou d'agression, souvent liées dans l'enfance, vivent l'amnésie traumatique. C'est sûr, c'est pas automatique, mais on parle quand même de 60% de victimes. Et quand je parle de victimes, là je parle en effet d'inceste et d'agression. Mais ce chiffre, c'est aussi le même pour les victimes d'un choc violent, donc un accident de voiture. Tu as des gens qui font des accidents d'escalade. Ils ont déjà l'habitude de l'adrénaline, tout. Oui. Un jour, un accident, bim, stress post-traumatique. Ils ont cette amnésie traumatique. Et là, on ne parle pas de violence sexuelle. Et ce n'est pas forcément des enfants à ce moment-là, ce sont des adultes. Ils ne choisissent pas d'oublier. C'est trop violent pour le cerveau. C'est exactement pareil quand tu as des victimes qui ont fait la guerre, mais aussi, tu sais, les victimes qui sont témoins d'un attentat ou d'un assassinat. Et ça, c'est un choc tellement violent, ton cerveau, il fait ce qu'il veut à ce moment-là, parce que c'est trop pour lui. Il n'est pas censé gérer ça, lui. Donc c'est pas... pour se défendre. Tout à fait, pour se défendre, pour te faire survivre. À ce moment-là, il se dit une chose. Il se dit juste, comment je fais pour survivre, là? Parce qu'il sent le stress monter, il sent qu'il va pas gérer. Et s'il gère pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque. Il y a plein de choses que lui-même ne peut pas contrôler à l'intérieur de ton corps. Et donc, lui, il se met en alerte tout de suite. Il est là pour faire fonctionner la machine, notre corps humain, clairement. Il a quand même la responsabilité du corps humain entier. Donc, forcément, si quelque chose le met en danger, ce corps, il fait tout de suite ce qu'il faut. Et pour lui, la meilleure solution, c'est ça. C'est sa façon à lui de décider de nous faire survivre. Mais le corps, lui, il n'oublie pas. Le corps, il n'oublie rien du tout. Il n'oublie jamais ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est pas des souvenirs qui sont inventés ou créés par le cerveau ou par je ne sais quoi. C'est là où tu sais que c'est vrai ce qui t'est arrivé, quand c'est ton corps qui te parle, quand c'est ton corps qui t'oblige à te rappeler. Quand tu touches une partie de ton corps et tu pleures. Quand on te fait un massage, là, on touche là et tu pleures. Quand tu as une réaction, quand ton mari te fait une caresse à un tel endroit et tu as une réaction qui n'est pas censée être normale. Tout ça, c'est le corps qui te parle. Les troubles alimentaires, la dépression, les douleurs chroniques, les douleurs de règles, les douleurs physiques, les douleurs quand notre corps il nous fait mal tout le temps.
Moi, j'ai vécu tout ça, hein. Les maladies gynécologiques, n'en parlons pas. Moindre truc, tu as toujours une infection ceci, une infection cela, cacaki. Tout ça, c'est ton corps qui parle. Sans parler après ben, des plus grosses maladies, tout ce qui est cancer, etc. Toutes les fois où tu te reconnais pas, tu comprends pas pourquoi tu es si mal, tu comprends pas pourquoi tu as besoin de te mutiler, tu comprends pas pourquoi tu es angoissé, tu comprends pas pourquoi tu as des pensées, des envies de suicide, sans parler des tentatives. Et puis toutes les autres agressions du coup que tu subis derrière. Pourquoi? Parce que tu as des relations toxiques. Ouais. Déjà, tu es marqué à vie par tout ça. Et même si toi, ton cerveau, il fait tout pour pas que tu t'en rappelles, donc tu ne t'en rappelles pas consciemment, ton corps le sait. Ton corps envoie des signaux à tous ces autres prédateurs qui rôdent là, et qui voient, qui sentent qu'avec toi, bah, ça va être possible. Donc tu rencontres des gars que tu dis, ah ouais, ils m'aiment, ils sont bien, nanana. Et en fait, ils sont en train de t'agresser encore, encore et encore. Et c'est OK pour toi parce que ton cerveau, il a mis de côté tout ce que tu as déjà subi. Donc, bon, bah, ta limite, elle n'est pas encore atteinte. Mais ton corps, lui, il est déjà rempli de tout ça et il te fait bien comprendre que c'est pas possible. Et c'est ce qui permet finalement bah ouais, de commencer à se rappeler, d'avoir des flashbacks, des choses comme ça, et puis de se rendre compte que, ok, moi je me suis toujours dit, c'est vrai, je suis pas tolérante, je suis pas quelqu'un de tolérant, et j'ai une définition spécifique, j'ai envie de dire, du respect. À tout va, je disais aux gens, toi, tu manques de respect, tu te dégages de ma vie. Et je me rappelle que j'ai jamais su garder les liens, vraiment, d'avoir des gens longtemps dans ma vie, que ce soit des amitiés ou même ma famille, ça a été très compliqué. Tout ça, j'ai pas eu, voilà, j'ai pas su, et je comprends pourquoi aujourd'hui. Je comprends tout à fait pourquoi aujourd'hui. C'est tellement facile, c'est horrible de dire ça, mais c'est tellement facile pour moi de te dire ciao, je vais te dire je t'aime, et je vais t'aimer sincèrement, profondément. Mais si tu me manques de respect, ciao. Et beaucoup de gens dans ma vie que j'ai rencontrés, dont ma dernière relation amoureuse par exemple, bah, je sais qu'il y avait toujours ce conflit de dire mais pourquoi tu parles tout le temps de respect? Pourquoi tu oses dire que là je te manque de respect? Les gens autour de moi se disaient toujours mais t'exagères, mais enfin t'abuses, tu parles tout de suite de respect. C'est pas... Et c'est parce que j'avais une blessure tellement énorme en fond de moi. Moi l'injustice c'est quelque chose mais qui me sidère au plus haut point. Et bah voilà d'où ça vient. Ouais. Et c'est ça, c'est comme je dis, hein, ces douleurs, elles s'impriment dans le corps, dans le cœur. Et ça dure toute la vie. Et le silence que bah, notre cerveau nous impose, ça les rend encore plus violentes. Moi, je sais, j'ai été obèse toute ma vie. J'ai toujours été celle qui aimait trop, comme je dis, celle qui recherchait le respect à tout va, celle qui aide tout le monde, sauf elle-même. J'ai subi plein de relations toxiques en étant persuadée que bah, je suis une femme forte, c'est moi qui dirige, c'est moi qui domine. Donc moi, mon homme, il ne fait pas n'importe quoi. Que dalle. J'ai vécu des fausses premières fois, du coup. Ouais. J'ai échoué dans mes études, alors que j'ai toujours adoré l'école. Et j'avais grave des facilités avant la première agression. J'étais la première de ma classe. Détruit, quoi. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi le problème. J'ai cru que c'était moi qui avait un truc qui allait pas. Quand je priais, je demandais à Dieu, quand est-ce que j'ai mal fait, mon Dieu? À quel moment j'ai loupé la direction que tu m'as donnée, mon Dieu? À quel moment? Comment j'ai fait pour me retrouver dans cet échec-là? J'étais encore amnésique, hein. Je priais Dieu de me dire, Dieu, il faut que tu me répondes. Si c'est moi le problème, il faut que tu m'aides à le régler. Si c'est autour de moi le problème, enlève-le. Enlève les nœuds, enlève les problèmes. Et je tiens à rappeler vraiment qu'en France, une femme sur 7 subit des violences sexuelles, et souvent durant l'enfance. Et comme beaucoup de femmes, par moi, la première agression, c'est celle qu'appelle d'autres agressions. C'est ce que je disais, hein, notre corps, il garde tout en mémoire et on dégage quelque chose, on a des comportements et que d'autres prédateurs repèrent. Et du coup, ben, on est une cible facile. On appelle ça la revictimisation. Dit comme ça, on dit que c'est toi qui te remets en position de victime, mais non. C'est une fois de plus inconscient et indépendant de ta volonté. J'ai aussi envie de parler d'un chiffre qui fait mal, mais qui est vraiment réel. Dans une classe de 30 enfants, 5 sont victimes de violences sexuelles. Est-ce que ça se voit? Ben non. Personne ne le voit. 80% des victimes développent un stress post-traumatique durant leur vie. Et ça, c'est aussi quelque chose où tu te rends compte que les gens, ils aiment tellement dire
c'est le passé. Avance. C'est un trauma, c'est une blessure, ça reste, mais tu vas faire de ça une force et tu vas avancer. Tu vas aller mieux. Va vers la lumière, va seulement. Comme si que ça dépendait de moi, quoi. Parmi les 80 victimes qui développent un stress post-traumatique, on est environ 45%, si je ne me trompe pas, à développer un stress post-traumatique durable et sévère. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le stress post-traumatique est dur, il dure, il dure. Il est tellement violent qu'il t'emmène dans des profondeurs du noir, quoi. Tu l'as dit au début, hein. Tu m'as vu lumineuse, sourire et tu m'as vu sombrer. Ouais. Tu n'as pas compris le pourquoi du comment, mais tu m'as vu sombrer. Et il y a plein de fois où tu m'as vu en joie et lumineuse, où j'étais en fait déjà dans le noir, mais que je ne m'autorisais pas à l'être, et puis je voulais surtout pas que ça se voie. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai continué à venir te voir à ta maison, j'ai continué à aller travailler. Ouais. Tout ça, je me suis fait aider pour maintenir ce cap, mais À un moment, c'est plus possible. Quand j'ai retrouvé la mémoire, en fait, au début, j'ai vraiment décidé d'en parler à personne. Puis surtout, je me suis dit finalement, comme d'habitude, quoi, c'est une épreuve de la vie et je vais devoir gérer toute seule, quoi. J'ai toujours passé mon temps à aider les autres, à écouter les autres, à conseiller les deux autres. Ma famille, même, je suis la dernière de la fratrie. C'est pourtant moi qui passais des heures au téléphone à écouter ces gens, à les conseiller. Ils ne pourront jamais dire que je n'ai pas été quelqu'un à l'écoute. Que souvent, ils m'ont dit eux-mêmes, ma fratrie, même ma mère, même m'a déjà dit, c'est toi qui m'apprends des choses. Tu me conseilles, tu es là. C'est toi qui m'apprends des choses. Et toi, t'entoures, il n'y a personne. Mais c'est surtout que quand tu vis dans un environnement comme ça, tu es forgé comme ça. Moi, je me rappelle, à l'âge de 7 ans, on m'a dit, tu dois être une grande fille, hein, papa et maman, ils travaillent. On t'a laissé un micro-ondes, t'as à manger, tu fais chauffer ton repas et tu manges. Bon, t'es une grande fille. Bon, depuis que j'ai 7 ans, je suis une grande fille. Je parle pas de beaucoup de choses et puis, je fais ce que je peux et surtout, je me plains pas. Je vois qu'il y a plein d'horribles choses qui se passent dans ma famille. Bon, je me plains pas et je fais comme je peux. Quand il commence à t'arriver des trucs encore plus ouf, voilà quoi. Mais c'est surtout pour dire que quand tu grandis comme ça, ce qui se passe, c'est que tu te dis surtout, qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'écouter? Qui va m'aider? C'est moi qui fais d'habitude, qui va le faire pour moi? Sans jamais me dire qu'ils ne sont pas capables. Je me suis juste dit, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils comptent sur moi. Je peux pas compter sur eux puisque eux comptent sur moi. Quand tu es là, adulte, il t'arrive des dingueries, tu te dis, je vais me taire puisque personne ne peut m'aider. Je suis la seule qui pourrait m'aider. Et j'ai remis ça à Dieu, j'ai supplié Dieu de m'aider à garder le silence, à garder la face dans mon quotidien, à pardonner tout de suite, je pardonne. Pourquoi? Juste pour garder les liens familiaux. Je me suis dit, vu l'enfer dans lequel je suis, je ne peux pas demain me retrouver seule. Il ne m'apporte pas tout ce que je veux, cette famille, tout ce dont j'ai besoin. Mais vaut mieux ça que d'être seule. Là, si je suis seule avec Dieu et ce trauma-là, c'est fini. Je meurs. Donc, j'ai pas eu besoin de faire semblant, vraiment. J'ai pas eu besoin de faire semblant de me forcer. C'était comme si une fois de plus, mon cerveau, il s'était dit, ok, tu veux faire ça, viens, on fait ça. On n'oublie rien puisque se rappelle de tout maintenant. Donc, voilà. Mais on va pardonner. On va aller de l'avant. On va laisser à Dieu ce qu'il a laissé à Dieu. Et puis on va avancer. On va faire ce qu'il faut et on va avancer. Je sais que Dieu est avec moi. Mon père qui est décédé au ciel a toujours été avec moi aussi. Eux, ils étaient là. Ils ont entendu ma détresse. Ils ont entendu mes prières. Ils m'ont entendu pleurer. Chacun de mes pleurs, chacune de mes crises d'angoisse. Chaque fois où j'étais dans un état, ils étaient là. Donc je me suis dit, je vais me contenter de ça et garder le silence. Donc j'ai prié, j'ai nourri le déni, le silence. J'ai préféré prioriser l'amour des autres, l'amour de la famille, à mes dépens en fait. J'ai choisi une fois de plus finalement les autres à moi-même. Et puis en plus, au moment où j'ai commencé à me rappeler des choses, j'avais autre chose à gérer. Parce que c'est là où tu te rends compte à quel point aussi le cerveau, il se dit wow, non. Là, on a autre chose à gérer, ça on va voir après. Parce qu'il y a le moment où je me rappelle, où je me prends tout en pleine face, où je commence à partir en cacahuète totale. Et je suis plus nulle part, je suis juste dans le noir. Et je vois plus tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, je fais un petit arrêt maladie et wow, je sombre. Puis après, mon cerveau qui se remet en route et puis qui se dit, au fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Parce que là, il va falloir gérer ça, mais là tout de suite, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que on est dans une relation, même si elle nous apporte énormément d'amour, elle nous fait aussi beaucoup de mal. Et pourquoi?
parce qu'on a vécu un enfer et maintenant qu'on se rappelle de cet enfer, qui va m'aider? C'est pas l'homme que j'avais choisi à l'époque, avec qui je vivais des choses merveilleuses, qui pouvait m'aider à surmonter ça. Je sais même pas comment il aurait accueilli cette information. Vraiment, je peux même pas le savoir. Il avait lui-même ses propres traumas, ses propres choses à gérer. Et en plus, c'était pile un moment où notre relation avait vrillé et que j'avais pris la décision de me séparer. Il y avait un micro-espoir que peut-être j'ai encore la force de me battre pour mon couple, sachant qu'il était plein de bonne volonté, même si la bonne volonté ne suffit pas. Il y avait un micro-espoir, mais quand tout est revenu, mon cerveau s'est dit, c'est mort, reste pas là. Pour surmonter ça, on peut pas rester là. Donc malgré 7 ans d'amour, je devais gérer un deuil, le deuil d'une séparation, je devais déménager, trouver un appartement, laisse tomber une misère, déménager, je devais changer de carrière à ce moment-là aussi. Pourquoi? Parce que j'avais eu la bonne raison dans tout ce mal-être, de dire, en plus, je me fais chier au travail, donc viens, je trouve un travail où je suis tellement prise que je vais arrêter de penser à tout ça. Tu vois? Donc j'ai eu le temps de faire des entretiens, de changer de travail, donc dans le même endroit où j'étais, mais j'ai changé de service. Comme ça, occupé à faire quoi? Apprendre un nouveau métier, à s'intégrer dans une nouvelle équipe. Dans une nouvelle équipe, tu veux faire quoi? Tu veux faire bonne figure, donner une bonne image de toi. Donc, ça rentrait parfaitement dans le cadre de je ne gère pas tout de suite toute cette merde et je m'occupe de tout ce dont j'ai à m'occuper, sauf de moi. Une fois de plus, en fait. Et ça, c'est pas un choix direct de moi-même, en fait. C'est là où je sens que c'est pas toi un jour qui te lève et qui te dit bon, je vais faire semblant, mettre mon masque. Non. C'est bien ton cerveau qui se dit waouh, ça c'est trop. Allez, je t'oriente vers ça. Viens, on met un masque. Viens, voilà. Et puis comme ça, on garde un cap parce que bon. Et c'est tout, tu le fais et c'est comme ça. J'étais en stress post-traumatique en fait. Donc, il fallait gérer et s'accrocher. J'étais persuadée de toute façon qu'il fallait que je me taise. Et tu sais, il y a un truc qui m'a persuadée de me taire, c'est que parce que j'étais en stress post-traumatique, à un moment donné, j'ai tout balancé à une amie. C'est sorti comme ça, à un moment donné où j'avais justement besoin d'un coup de main pour quelque chose et elle a senti que j'étais en détresse. Elle m'a dit oui, je suis là, je peux t'aider, qu'est-ce qui se passe? Elle est venue m'aider à faire une bricole. Hein. Et pendant qu'on faisait cette bricole, je vais tout balancer. T'imagines bien que quand tu te prends ça dans la tronche, tu bégayes. Tu l'avais jamais dit à personne avant cette amie-là? Avant cette amie-là, on n'avait parlé qu'à une seule personne, plutôt vaguement. Mais il y a une seule personne qui a toujours été au courant. Et franchement, elle fait partie de ces gens qui malheureusement ont aussi vécu des choses comme les miennes. Donc, elle a tout de suite été vraiment juste. Elle a compris, elle a été juste, elle avait les bons mots et la bonne posture. Tu vois, elle m'a jamais dit parle ou tais-toi, fais comme ci, fais comme ça. Non, elle a toujours été dans l'empathie et dans l'accompagnement. Elle est super loin de moi, elle est même pas en France, quoi. Mais elle a fait tout ce qu'elle a pu pour moi depuis le début, c'est vrai. Et très souvent, justement, moi j'ai pris la posture de je mets le masque, donc très souvent elle m'aidait aussi à maintenir ce masque. Elle savait que pour moi c'était pas le moment et que de toutes les façons elle n'était pas à côté de moi non plus, donc voilà. Et tu penses que c'est parce qu'elle avait comme elle avait les bons mots, c'est parce qu'elle avait vécu la même chose? Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tout de suite elle a su accueillir l'information. Elle n'a pas parlé d'elle en disant moi aussi, non. Elle a accueilli l'information, elle a su trouver les mots justes, etc. Comme si finalement qu'elle se parlait, je pense, à elle-même clairement. Et pourquoi j'en suis sûre de ça? Comme je te dis, cette autre amie que j'estimais beaucoup, à qui j'ai tout balancé comme ça, c'est sorti un peu n'importe comment. Et au bout de 2 semaines, elle a disparu, elle a mis fin à notre amitié. Donc, t'es pas prête. C'est là où ça te persuade de ferme-la, quoi. Tu vois, quand tu parles, tu perds du monde. Est-ce que tu as envie d'être seule alors que tu es en train de vivre un enfer? Non. C'est pour ça que tu t'es dit, c'est mieux de te taire. Voilà, exactement. Okay. Du coup, je me suis renfermée sur moi-même et j'ai commencé à sombrer dans une dépression. C'est récemment que j'ai appris ce que c'était une dépression. Surtout une dépression sévère. Parce que moi, la dépression, je ne savais pas ce que c'était. Et j'en avais toujours entendu parler, quoi, mais tu ne sais pas ce que c'est une dépression quand tu ne l'as pas vécu. Et il y a beaucoup de personnalités qui le disent, que ce soit des stars très très connues mondialement, comme des stars françaises, j'ai envie de dire. Des personnalités françaises qui parlent de la dépression et qui te disent tant que tu n'es pas tombé dedans, tu ne sais pas ce que c'est. Vraiment. Et ouais, j'ai commencé à sombrer. Tu fais partie de ces gens qui m'ont vu sombrer. Et justement, c'est là où j'ai compris, merde, j'arrive plus à cacher, j'arrive plus à garder le masque là. C'est merde, j'arrive plus, quoi. Combien de fois je suis venue chez toi, on est là, on rit, on parle, et d'un coup je pleure. Tu te rappelles?
Où t'arrivais plus à sourire. J'arrivais plus à sourire. Ouais, J'étais je me dans un rappelle état, j'arrivais dans ton truc, dans ton institut, Je habillée te comme un rappelle de la sac. musique qu'on adorait, que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Et je la détestais. Je la Je ne détestais. pouvais J'ai dit, pas c'est l'entendre. grave. Ouais, tu m'as dit, François, Quand non. tu mettais cette musique, je te disais, franchement, elle me saoule cette histoire, cette musique-là. Dieu n'a pas fini d'écrire. Ouais, tu Dieu me l'a disais fini avec ça. moi, laisse tomber, il a fini avec moi. Moi, j'ai Ouais. besoin que ça se termine. Et je pense que tu fais partie de ces gens à qui j'ai dit ouvertement, moi, si Dieu il peut m'appeler maintenant, ça me soulage, quoi. Et c'est ça où j'ai commencé à comprendre que, ouais, j'arrivais plus du tout à cacher ces plaies énormes, quoi. Pourtant, même si je me suis fait aider, vraiment, hein, j'étais suivie pour mon stress post-traumatique pour gérer, hein, pour continuer à aller au travail, aller en vacances, venir te voir ici, voir ma famille, faire des repas de famille, être heureuse avec ma famille. Comme je dis, j'ai pas eu à me forcer, j'ai été aidée, j'ai été persuadée dans ma direction que j'allais gérer seule, je devais me taire, et c'était du passé. Donc j'allais de l'avant, et oui, je les aimais profondément. J'ai pas fait semblant de les aimer, de prier encore pour eux, de les soutenir dans plein de traumatismes ou de choses horribles qui leur sont arrivées aussi. Tu vois, j'ai continué à aider, à soutenir les gens autour de moi, dont ma famille, alors que j'étais déjà morte à l'intérieur, en fait. Il n'y a pas un jour où je pleurais pas, hein. Ça, c'est un truc que je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un jour où j'ai pas pleuré. Je me levais le matin, je pleurais. Je me couchais le soir, je pleurais. Au travail, je À un me moment, cachais, je je me disais même pleurais. que tu te levais même plus. Ouais. Tu restais dans le noir. Je me rappelle. Ouais. Ça, c'est quand j'ai vraiment posé l'arrêt maladie. Ouais, là, c'était fini. Mais quand au début, je pensais que je gardais le cap, parce que même au travail, ça s'est vu. Tu vois, ma collègue, ma binôme, qui est aujourd'hui mon amie, quoi, qui est au courant de ma situation, du coup, ben, elle m'a vue comme toi, elle m'a vue solaire, lumineuse. Moi, au travail, on m'appelle le soleil, le petit soleil. Tu vois, et je pense que certains ont remarqué, mais elle, ma binôme, elle était dans le même bureau que moi. Elle m'a vue, elle a vu que ça allait plus. Elle me faisait des petites réflexions pour me. Ta binôme, c'est notre go ou une autre? Non. C'est une autre go, ma binôme. Ah, non, c'est pas ma go. Oui, non, c'est pas Ah. notre go. Ça, c'était mon ancienne Notre binôme. go, coucou, si tu passes par là, Mais on va dire ton nom, mais tu connais. Évidemment, tu passes par là, notre petite caméra d'amour. Notre petite camée d'amour. Oui. Donc, ouais, ma binôme, Ta elle binôme. m'a vu sombrer, elle m'a fait des petites réflexions pour justement déjà m'interpeller, je pense, et puis pour essayer de m'aider à m'ouvrir à elle. Ouais. Impossible, impossible. Mais c'est là, quand j'ai vu, je ne pouvais plus garder le masque, j'ai dit, waouh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que j'arrive plus. De toute façon, j'ai réussi à tenir presque un an comme ça. Et après, c'est fini. Tout s'est aligné pour qu'un jour j'en parle à ma famille. Tout s'est aligné pour ça. Et tu vois, je me rappelle d'une chose que je t'avais dite. Je te disais, je fais des neuvaines, des prières. Tu vois. Ouais. Il y a une prière que j'ai faite là, elle pique, mais je l'ai faite, on verra bien. Ouais. Et plus tard, Oui, qu'est-ce que je t'ai dit? oui. Plus tard, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, il y a des prières, il faut être Faut être prête. prête. Ouais, je me rappelle. Il faut être prête à se rendre compte des conséquences derrière. Et je te dis, ce qui m'arrive là, c'est le résultat de ma prière. Je le sais. Vraiment, je le sais. Je te dis, tout s'est aligné pour que j'en parle à ma famille en septembre. Là, ça a été le début d'un autre enfer. Ça a été le début d'un deuxième traumatisme sur le traumatisme qui existait déjà, ma fille. Tu sais ce que ma mère, elle m'a dit? Elle m'a dit, je comprends pas ce qui se passe. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, Cynthia? J'ai répondu à ma mère, ben, maman, cette fois, moi, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais déjà pas quoi faire pour moi. Mais si tu veux faire quelque chose pour moi, ben, viens me voir. Viens. Parce que là, moi-même, je ne sais pas. C'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, je te soutiens, mais bon, il faut que tu avances. C'est le passé. C'est du passé, ma fille. Tu vas surmonter ça. Arrête de pleurer. Arrête de ressasser. Pense à plus tard, ça va aller mieux. En plus, l'été prochain, tu vas venir me voir. On va fêter mon anniversaire ensemble. On va être en vacances. On sera tous ensemble, en famille. Ce sera bien. On va être tous ensemble. Ça va aller mieux, ma fille. Tiens bon, je suis avec toi. Elle a dit ça comme si c'était simple. Comme si ça dépendait de moi. Comme si je faisais une petite déprime et puis que ça irait vite mieux. Comme si que ma vie, notre relation entre mère-fille, notre relation familiale, ben, ça prenait une petite pause et puis bon, ça reprendrait comme si de rien n'était, cet été, aux Antilles, ensemble, tout va bien quoi. Quand je précise cet été en famille, ensemble, je parle également de mon premier agresseur. Il devait être là. Elle est restée dans son petit confort, à faire ses petits projets, comme si de rien n'était. Mais elle m'a dit, je te soutiens.
Et quand elle dit qu'il faut avancer, elle parle de quoi? De quelle épreuve que tu vis? Pour elle, elle pense que c'est quelle épreuve? Elle dit, ouais, il faut avancer, le passé, c'est le passé. Eh bien, tout ce que j'ai vécu là. Elle comprend pas que les conséquences de ce que j'ai vécu dans le passé, c'est maintenant que je les vis. Elle n'a pas compris que j'ai eu une amnésie traumatique et qu'un matin, je me réveille en ayant vécu tout ça. Et donc, pour mon cerveau, qu'est-ce qui se dit? Bah, c'est hier que tu as vécu ça. C'est pas quand tu avais 10 ans. Donc, elle savait déjà ce que tu avais vécu à l'âge de 10 ans? Non. Je te dis que ce soit ma mère ou l'autre frère qui n'est pas agresseur ne savait rien. Okay. Je te parle de quand je leur ai révélé ce qui m'est arrivé. Ah, c'est quand tu as révélé que... Ouais, voilà, tu vois. Ils ont dit le passé, c'est le passé. Voilà, il faut avancer. Et alors, je vais quand même parler de ce que m'a dit l'agresseur. Bah, lui, il a reconnu ses actes. Il a dit qu'il n'avait jamais oublié. Il s'est excusé. Il a donné des raisons à ces atrocités. Pour lui, il avait des raisons. Comme tout agresseur, ils ont toujours une raison. Quelle raison? On ne va pas commenter, ma fille. On ne va pas commenter, mais il a donné des raisons. Il a précisé qu'il était très content que j'en parle parce que ça le libérait d'un poids. Non. Si. Il a dit qu'il comptait assumer totalement en avouant toutes ses fautes, donc à sa mère, à son frère. Il va tout avouer et il va assumer. Ok. Bien sûr, pour se déculpabiliser, il a dit qu'il deviendrait d'un coup un frère aimant, protecteur, voilà. Il a dit qu'il confronterait même les autres agresseurs pour savoir pourquoi ils ont fait ça. Ça, c'est l'une des réactions typiques des agresseurs, il faut le savoir. Okay. Mais je dis l'une des réactions, parce qu'ils sont encore trop nombreux à ne même jamais avouer ou jamais assumer d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Il y en a énormément qui nient toute leur vie. Puis tu as ceux, comme celui-là, qui assument, qui ne nient pas, qui avouent tout, mais qui avouent tout à sa façon. Il ne faut pas non plus qu'il ait trop de mauvais rôles. Ouais. Et forcément, ils prennent le mea culpa, tu vois, t'inquiète, je suis là pour toi maintenant. Et qu'est-ce qui se passe après d'après toi? Ils changent de discours. Comme tous les agresseurs. Là, je dis, c'est l'une des réactions typiques de nombreux agresseurs. D'abord, ils assument. Et puis, ils espèrent que c'est bon. Comme ils ont assumé, tu vas leur foutre la paix. Et puis, eux ils peuvent passer à autre chose. Donc, faut pas trop les faire chier avec ça. Parce que si tu continues à les faire chier, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent d'un coup leur veste. Ils deviennent méchants. On passe du gars qui te dit « je suis désolé, j'assume, je serai là pour toi » à « arrête de me casser les couilles, en fait, passe à autre chose. Arrête de casser les couilles à toute la famille. Moi, j'avance, ma vie se passe très bien. C'est bon, quoi. Avance toi aussi. Maintenant. Voilà, c'est toi le problème. C'est bon, quoi. C'est bon, ça a été dit. C'est bon, on m'a tapé sur les doigts. Ça suffit. On passe à autre chose. Ok. C'est facilement comme ça. Tout à fait. D'accord. Et comme tu dis, ouais, d'un coup, c'était moi qui était devenu le problème. Donc, tu te prends ça en pleine face dans la gueule. Tout va bien. C'est normal pour tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, en fait, en exemple, je vais prendre deux exemples simples. C'est comme un enfant. Aujourd'hui, là, ton enfant, tu le vois, tu le prends sur le fait, il fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'excuse, il promet de pas recommencer, il est désolé et tout. Mais quand après, tu vas lui reparler de cette bêtise en lui disant « Ouais, tu te rappelles, tu avais fait ça, etc. » Qu'est-ce qui se passe? Tu lui rappelles qu'il a eu honte d'avoir été surpris. Tu lui rappelles qu'il s'est senti coupable d'avoir été grondé, de t'avoir déçu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Il te dit « Ouais, c'est bon, tu me prends la tête, c'est déjà fait, on a déjà fait. » Voilà. Ils font pareil, comme des enfants. Et pour encore te donner un autre exemple, ma sœur, là, tu vas bien comprendre, Margot. Quand tu parles à ton homme, quand vous vous êtes disputé pour quelque chose, tu te disputes avec lui pour quelque chose. Vous faites les reproches qu'il y a, vous réglez la dispute, voilà. Demain, après-demain, 10 ans plus tard, cette dispute-là, même si elle est terminée, ce qui s'est passé, ce qui a créé cette dispute, ça t'a fait mal et ça te fait encore un peu mal aujourd'hui. Donc, dans une conversation ou une autre, tu reparles de cette douleur que tu as. Tu ne dis pas les choses pour lui faire mal, pour le faire chier, pour lui rappeler quoi que ce soit. Tu lui dis, tu vois, ça me pique encore en fait. Ça me fait mal encore. Je sais, on a déjà parlé de ça, la dispute a été close, on a discuté, on a échangé, ok. Mais je veux te dire que ça me fait mal encore ce que tu m'as fait, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il répond, ton homme? Il te dit, c'est passé. Depuis le temps, ouais, toi tu reproches toujours les mêmes choses, tu reviens sur le truc, ça fait 10 ans c'est passé. Tu vois pas? Eh ben, franchement, exactement. Et souvent, il te dit, ouais, il est fâché plus que toi. Hein. Toi qui souffres, il est fâché plus que toi. Et puis, il te dit, c'est bon, j'ai déjà payé pour ça. Hein. Voilà. Ouais. Eh ben, je prends des exemples. En fait, il ne faut plus revenir de voilà. C'est ça.
Et je fais exprès de prendre des exemples bateaux parce que ça va parler à tout le monde de se dire, ben ouais, c'est un exemple bateau, mais c'est pas ok. Quand tu sais ton mari t'a piqué sur quelque chose et que ça te fait encore mal, même si vous avez déjà discuté, ça te fait encore mal, ça veut dire qu'il faut encore que vous en discutiez un petit peu. Tu as encore besoin de libérer ton cœur. Voilà. Quand tu veux continuer à éduquer comme il faut ton enfant, tu vas lui répéter les choses. Tu vas lui répéter que ça t'a profondément déçu. Oui. C'est important pour que ça rentre dans sa tête. Et ça fait quoi? Ça te permet à toi, pareil, de libérer ton cœur. De ne pas garder de la rancune, de l'amertume sur ton enfant ou sur ton propre mari. Mais voilà pourquoi on se rend compte qu'il y a plein de gens, donc là je prends l'exemple en effet de ton enfant, de ton mari, des agresseurs, ils se disent, c'est bon quoi, on a parlé de ça, j'ai dit, j'ai assumé, ou pire, j'ai nié, c'est bon, on passe à autre chose quoi. Moi j'avance, donc toi aussi tu dois avancer. Sauf que toi tu es en train de crever parce qu'ils t'ont fait, mais ça c'est plus leur problème. Et ça flingue. Ça, je te dis, c'est le deuxième traumatisme sûr déjà d'un traumatisme violent. Ils m'ont tous abandonné quand j'ai osé crier ma souffrance. J'ai juste dit la vérité. J'ai remis la responsabilité de chacun, le fardeau qui leur incombe à chacun. Parce que j'étais la dernière de cette fratrie. Tous étaient adultes, tous étaient au-dessus de moi. Donc tous auraient dû me protéger, auraient dû voir, auraient dû s'interpeller, auraient dû me tendre la main quand ils avaient un doute. Et s'ils n'ont pas fait, la vie fait qu'ils n'ont pas fait. Ok? Là, ils avaient l'opportunité de faire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné la tête. Ouais. C'est comme si tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai partagé, et toutes les fois où j'ai pleuré, crié ma souffrance, parce que vraiment j'avais envie, besoin, c'est nécessaire. Les médecins me l'ont dit, mais c'est nécessaire qu'on vous entende, qu'on valide votre souffrance, que vous puissiez vous exprimer, vraiment sortir tout ce qu'il y a à sortir pour vous libérer, pour aller vers un mieux-être. C'est important. Et bien sûr que ça passe par l'endroit même où vous avez été brisé. C'est comme si, quand j'ai fait ça, c'est comme si je voulais juste les faire chier, que je voulais les détruire, que je m'attaquais à eux en fait, tu vois. Tout le monde s'est mis sur ses grands chevaux, a mis son ego en face et s'est dit « Ah non, c'est bon, hein. » Je peux pas passer à autre chose. Voilà. C'était trop dur pour eux, tu comprends. Ça les faisait chier de déranger leur petite vie, ils avaient leur projet, mon état actuel, c'est bon quoi, hein, je peux gérer après tout, c'est bon quoi. Je suis pas morte. Hein. Tu vois, souvent je me dis, et si j'étais morte? Si j'étais morte, déjà même vu que je vivais seule avec mon chat d'amour, qui c'est qu'aurait remarqué même que je suis morte? Parce que j'ai quand même gardé le silence plus de 4 mois. Je me suis entourée de personnes puisque je l'ai dit à une copine qui m'a rejetée ensuite. La seule amie qui était au courant pour me soutenir, elle était à l'autre bout du monde. Et bien sûr, je ne lui en veux pas. Et quand je me sens vraiment obligée de parler à ma famille, parce que là, je suis dans un état, je ne peux plus le cacher, ça me dévore, ça me dévorait. Qu'est-ce que ma famille fait? Me rejette. Je me dis encore plus, j'ai plutôt intérêt à fermer ma gueule. Parce que déjà, j'ai plus de famille. Donc, si je parle au peu d'amis que j'ai dans ma vie, là, donc, je suis quand même restée dans le silence pendant 4 mois. Dieu seul sait tout ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. Dieu seul sait. Et je me dis, les fois où je vivais tout ça et que j'ai osé leur partager ce que je vivais, en fait, je les ai fait chier. C'est dur quand même de se dire, tu toques à la porte de quelqu'un, à genoux, ensanglanté, et que la personne te regarde, te dit, ah oui, mais tu vois, j'ai mon plat au four, là, t'en as pour longtemps? Ou elle te demande de pas trop saigner sur son paillasson, tu vois. Moi, je voulais juste qu'ils m'entendent, qu'ils me valident, puis qu'ils mettent un peu leur vie sur pause pour s'occuper un peu de la mienne, en fait. Pour une fois dans ma vie. Parce que tu sais, ils ont été nombreux à me dire, tu parles comme si on n'avait jamais rien fait pour toi. On a été là pour toi à tel moment, regarde, tu t'es séparé, on était là pour toi, regarde, t'as déménagé, on était là pour toi. Comme si, tu sais, il y a une échelle, il y a une jauge. J'ai fait ça pour toi, du coup, t'es pas censé m'en demander trop non plus après. Hein. Oh. Oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. Hein. À ce moment-là, comme si que tout se vaut. Tout se vaut. Ce traumatisme violent, c'est la même chose que quand je te demande d'être là pour me relever, pour me soutenir, pour éviter que je meure, c'est trop pour toi. Et comme tu as déjà été là hier pour m'aider à déménager, c'est bon quoi. Faut pas que je me plaigne que tu ne puisses pas être là aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à saisir la violence du truc quand même? Donc voilà, j'ai sombré.
j'ai sombré. Eux, ils fêtaient leur anniversaire, ils ont fêté Noël en famille, ils ont fêté leur nouvel an, ils ont continué leurs petits projets, ils préparaient leurs vacances d'été. Dieu seul sait qu'est-ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, dans quel état j'étais. Pendant le nouvel an, là, j'étais où? Moi, j'étais aux urgences. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais moi, j'étais à l'hôpital. J'ai fêté mes 35 ans. Le 8 novembre. Je vais quand même dire j'ai fêté. Parce que j'étais dans un état. Dieu était avec moi. Hein. Mais j'ai fêté à l'hôpital. L'infirmière le lendemain matin qui me dit « Ah, mais c'était votre anniversaire hier. Bon anniversaire !» Son collègue à côté, qui est le médecin qui me suivait, lui fout un coup de coude et lui dit « Sors de cette chambre. » Elle vient d'arriver pour faire sa journée de travail. Elle ne sait pas ce qui s'est passé hier. Et puis tu crois que même si elle a mon dossier dans la main, elle l'a lu. Elle n'a rien lu. Le médecin sait pourquoi j'ai été internée depuis hier. Donc il dit alors, mais casse-toi de cette chambre. Tu crois que c'est le moment de dire bon anniversaire à une personne à l'hôpital pour les raisons pour lesquelles elle l'est? Donc il lui a mis un coup de coude. Il lui a dit sors de cette chambre. Franchement, comme je dis, ce que renvoie la réaction de tous ces gens, que ce soit cette famille, que ce soit les amis aussi, qui ont su, hein, parce que même si je ne suis pas rentrée dans les détails avec beaucoup de gens, quand j'ai parlé ensuite à mes amis, quand j'ai commencé à énoncer un petit peu les faits, en tout cas à accepter de dire que je ne vais pas bien, que je suis en train de mourir, que je sombre dans le noir total, je l'ai dit, c'est des termes que j'ai dit à des amis, et bien toutes ces réactions de gens qui ont détourné le regard, qui ont regardé sur le côté, qui n'ont pas réagi à ces mots-là, qui se sont dit, bof, on verra dans 3 mois, on verra si elle va mieux plus tard. Tous ces gens-là, là. Leur réaction, ça veut dire, débrouille-toi avec ta merde, et basta. Mais moi, je ne me tairai plus, en fait. Si je témoigne, c'est pour moi, pour celles qui n'ont pas encore pu parler, et surtout pour toutes les petites filles qu'on a été, en fait. Toutes ces petites filles qu'on a laissées seules. Je parle aussi pour qui? Pour ces agresseurs-là. Je me souviens de ce que vous m'avez fait. J'ai oublié un temps, mon cerveau m'a fait oublier un temps, mais je me souviens. Et malheureusement, mon corps, il n'a jamais oublié. L'état de santé dans lequel j'ai été depuis cette période-là, c'est inscrit. Toutes vos violences sont inscrites dans ces états-là de santé. L'état dans lequel je suis aujourd'hui, là encore, en train de me battre, de prier pour me soulever et de faire tout ce qu'il faut, médicalement parlant. Sachez que c'est la conséquence là, de vos actes. Mais je ne suis pas morte. Comme je dis, je ne suis pas morte. Je ne suis pas non plus résiliente. J'aime pas ce terme. Mais cette parole-là, cette vidéo-là, ce témoignage-là, cette parole, ma parole, la parole de Cynthia aujourd'hui qui vous parle, aka Tia, c'est le début de ma renaissance, les gars. Je suis une femme debout. Entre rage, foi et amour, je suis là. Je parle pour celles qui n'ont plus la voix. Mago, je parle pour toutes ces femmes. Toutes ces femmes, je fais le choix de la lumière par la force de Dieu. Par la grâce de Dieu, qui a mis des amis merveilleux sur ma route. Il m'a fait rencontrer des nouvelles personnes en plus bienveillantes. Il y a une petite flamme qui s'est allumée. Mago, tu fais partie des premières femmes qui a témoigné de la petite flamme qui s'est allumée. Tu te rappelles quand j'ai débarqué au festival pour venir te voir? Je venais à peine, cette petite flamme venait à peine de s'allumer en moi. Je me suis dit, il faut que je la montre aux personnes qui ont été là. Tu fais partie de ces femmes qui n'étaient même pas au courant de toute mon histoire. Tu m'as juste vu pleurer, sombrer. Tu as voulu me soutenir comme tu as pu. Et tu l'as fait, Mago. Tu savais même pas les tailles, tu l'as fait. Donc je voulais que tu participes à la vision justement de ma renaissance. C'était une petite flamme. Et toutes mes autres amies et toutes ces personnes bienveillantes, elles ne sont pas nombreuses, Seigneur, mais elles sont là, Dieu merci. Elles ont participé à tout ça. Vraiment, je leur dis encore merci. Parce que grâce à vous, je suis en vie aujourd'hui, je suis debout aujourd'hui. Et je ne peux pas dire ça, je peux pas dire que c'est grâce à quiconque que ces femmes-là, ces personnes-là. Et je leur ai dit merci. Et j'ai dit surtout merci à Dieu parce que c'est lui qui les a mis sur ma route. Aujourd'hui, j'ai encore un peu d'énergie à dépenser, hein, mais
Enfin, je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'ai encore beaucoup d'énergie à dépenser, justement, pour aller vraiment vers un mieux-être, vers la guérison déjà de ma dépression. Parce qu'on ne guérit pas d'un trauma, mais la dépression, c'est une maladie. On peut en guérir, donc étape par étape. Je suis bien accompagnée, je suis entourée de tous les professionnels de santé nécessaires. Et je sais aujourd'hui que j'ai une famille qui n'est pas de mon sang, mais c'est ma famille. Pendant longtemps, j'ai cherché où était ma maison. J'ai cherché où est-ce que je pourrais me sentir bien. J'ai voyagé, je veux dire, j'ai surtout déménagé, surtout plein de fois. Cherchant en espérant que l'herbe soit plus verte ailleurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma maison. Ma maison, déjà, c'est Dieu. Et vous, là, mes go qui êtes là pour moi depuis, vous êtes chacune une pièce de cette maison. Il n'y en a aucune dans ces pièces, aucune de ces pièces n'est éteinte. Vous avez tout allumé la lumière. Et vous êtes encore là jusqu'au bout. Avec moi. Vous faites tout, vous veillez là pour moi. Je suis encore remplie forcément de fragilité. Mais avec le feu de Jésus, j'avance. Et j'ai déjà des petits projets. Donc je suis super contente parce que j'ai déjà plein de projets en tête. Et bien sûr, le premier, c'est de me soigner. Ouais. Mais j'ai quand même le défi de reprendre la peinture. Parce que oui, comme je le disais, je suis une artiste dans l'âme. Donc, il y aura le lien d'ailleurs de ma page là. Vous avez intérêt à suivre, à liker, à partager, à mettre des commentaires. Mais toutes les go vont te suivre. Et non. Mais c'est vrai que il faut que je reprenne la peinture et j'ai le projet justement de faire une série complète de peinture qui sera appelée Renaissance. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un autre projet qui me tient à cœur que j'ai envie de partager quand même ici avec vous, c'est le projet de mon tatouage. De faire le cover de ce tatouage, là. Ouais. Il a une histoire et j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc les go qui vont me suivre sur Insta la verront. Et likez s'il vous plaît. Parce que c'est pour gagner justement le concours du salon de tatouage Leto Tattoo Studio. Okay. Afin de pouvoir avoir ce tatouage, de refaire ce tatouage, de lui mettre vraiment la lumière qu'il mérite. Vraiment. Et comme j'ai pas l'argent, je passe par le concours. Donc je compte sur vous. On va les liker. Mais go, on va les liker. En tout cas, je vais faire la com dessus. Tu connais. Amen. Je connais. Oh mon Dieu. Ah là là. En tout cas, je vous invite aussi tous et toutes vraiment à liker cette vidéo, à la partager le plus possible. Parce que j'aimerais vraiment que cette vidéo puisse atteindre la femme pour qui je témoigne en premier lieu. Cette amie. Oh oui. C'est la seule meilleure amie que j'ai eue dans ma vie. Ce terme meilleure amie, je l'aurais employé pour une autre copine. Celle qui a disparu après que je lui ai parlé de moi, là, de mes traumas. Mais je sais que je l'employais sans réellement le penser. Et vraiment, je veux que cette vidéo puisse l'atteindre ma vraie meilleure amie de toujours. Je n'oserais jamais lui envoyer comme ça, débarquer dans sa vie, la chambouler comme ça. Mais si vous likez, vous partagez, oublie, elle va tomber dessus en vrai. Elle va tomber dessus. Par la grâce de Dieu, elle va tomber dessus. Amen. Et vraiment liker et partager aussi cette vidéo pour qui? Pour ma go, ma JF, GF et Ben Beauty. Les go, cette jeune femme, non seulement elle est bienveillante, mais en plus elle est forte. Et en plus elle est douée dans son domaine, non? Mais cette go, elle a créé la thérapie angulaire. On se dit, ouais, la meuf, elle fait des ongles, elle fait une thérapie. Elle est pas psy. Elle est là pour ouvrir son cœur. Ça montre à quel point la go, elle a un grand cœur, quoi. Peu importe ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse elle-même, elle veut être là, créer un espace pour d'autres femmes, quoi. Mais ma go, je veux plus pleurer, c'est bon. Il faut l'honorer ou pas? Les go, on honore notre GF et Ben. Donc on like, on partage pour elle aussi. Parce qu'elle est là pour nous. Amen. Merci, t'es là pour moi, mon ami. Amen. Et je serai toujours là. Il y a intérêt. Tu déménages, même milliardaire, tu te démènes, tu restes là. Futur milliardaire. Futur. C'est elle qui va la rêve. Tu pas la rêve. Mon Dieu. Bon, c'était pas... je sais pas comment je vais conclure. J'ai pas qu'une bonbonne, vous avez vu, hein, j'ai arrêté de continuer et tout pour être concentrée. J'étais tellement concentrée. Je connaissais pas tous les détails de l'histoire de Margot. Je savais qu'elle souffrait, qu'elle menait un combat pas facile. Et je lui ai laissé donc le temps de venir en parler.
Et j'espère que les femmes qui ont subi les violences sexuelles, d'autres violences, puissent puiser la force grâce au témoignage touchant de Margot. Et on ne baisse pas les bras, on va y arriver, on se soutient. Petit à petit, un pas après l'autre. Ouais. On essaye juste d'allumer une petite lumière et ensuite essaye. on se concentre pour essayer de la garder allumée. Ouais. Donc voilà, on est arrivé au thème de la thérapie angulaire avec GF. Je vous mets à la fin les ongles. Elle n'a pas encore choisi le modèle, on va choisir après. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de me soutenir, mes go, pardon. Amen. Donc, au prochain épisode, je vous fais plein de bisous. Margot dit bisous, mes go. Bisous, mes go. Enfin, les go de Margot. Les go de Margot sont mes go. En tout cas. Bisous.